Si on me demande pour toi c'est quoi le féminisme ou comment tu te positionnes, j'aurais du mal à répondre. J'ai vraiment l'impression que ça s'articule avec la pratique et avec des enjeux concrets et des expériences concrètes. Sur la non-mixité, justement, j'y ai été très longtemps réfractaire, justement parce que j'étais assez opposée à la catégorisation homme-femme d'emblée, et ça me gênait énormément de me dire je vais me retrouver entre femmes, on va partager quelque chose en commun parce qu'on est des femmes. Je sais pas, ça me faisait peur, ça ne me plaisait pas du tout. Les stages d'autodéfense non mixtes, c'est pas une fin en soi, hein, c'est une étape, mais aussi pour les relations entre femmes. Et en fait, c'est quelque chose que je découvre vraiment. Pendant longtemps, j'étais moi-même assez misogyne envers les femmes, dans la mesure où je jugeais assez rapidement l'apparence, par exemple. Je qualifiais certaines femmes de superficielles parce qu'elles jouent avec leur apparence, la séduction, donc je les classais en fait dans certaines catégories. Et c'est lors d'un week-end non mixte que j'ai été vraiment bouleversée par tout ce qui s'est passé pendant 2 jours. On était 50 femmes à parler de pédagogie féministe et le plus important, c'était qu'on vivait ensemble pendant 2 jours et en fait, il y avait une grande diversité d'apparences et ça m'a vraiment plu. Au début, ça m'a troublée. Je me disais: «Mais elle se dit féministe alors qu'elle s'habille de manière très classique femme» et peu à peu, on a arrêté de se juger, de se dire qui est la plus féministe, et c'était très intéressant d'en parler entre nous. De dire, «Oui, moi, d'habitude, je me maquille et là, je ne me suis pas maquillée. D'habitude, je mets des boucles d'oreilles et là, j'en ai pas mis», et la conclusion que j'en ai tirée, enfin, voilà, qu'on arrête de se juger entre soi. C'est suffisamment compliqué comme ça, on va pas en rajouter, hein, sur la rivalité, la compétition, et ça a été dit en grand groupe, justement, qu'on était là, pour se renforcer. Le fameux renforcement entre femmes et surtout pas pour trier. Toi, tu n'as rien à faire là, tu n'es pas une vraie féministe. Une fois qu'on s'est dit ça, c'était beaucoup plus agréable. J'ai même mis une robe que je n'aurais pas osé mettre, hyper sexy, et je me suis dit que je la mettais parce que je ne sentais pas de regard jugeant, et ça, c'est très très important dans mon cheminement. D'arrêter d'avoir un prisme comme ça, la femme me juge. Nous sommes tous porteurs de stéréotypes sur ce qui représente le féminin et le masculin, et cela se répercute dans les rapports médecin-malade. Pendant la formation des médecins, la notion de genre est rarement posée en tant que telle. Les médecins ont une écoute différente du patient en fonction de si c'est un homme ou une femme. Les femmes consultent plus que les hommes. Ces manquements vont entraîner des inégalités de santé. Exemple 1. L'infarctus du myocarde est sous-représenté chez les femmes. Si une femme se plaint de troubles dans la poitrine ou du cœur, on va lui donner des anxiolytiques ou des antidépresseurs, alors qu'un homme, on va le diriger vers un cardiologue, parce que l'infarctus est considéré comme une maladie d'homme stressé au travail. Le problème, c'est qu'il s'avère que l'infarctus est la première cause de mortalité chez les femmes. Le cancer du sein est à la 8e place. Exemple 2, l'ostéoporose est considérée comme une maladie de femme ménopausée, alors qu'un tiers des fractures des hommes est due à l'ostéoporose. Exemple 3, la dépression est considérée majoritaire chez les femmes. Si on prend les symptômes classiques de la dépression, pleurs et repli sur soi, on les trouve effectivement majoritairement chez les femmes. Par contre, si on considère d'autres symptômes, conduite à risque, prise de drogue et d'alcool, alors à ce moment-là, avec ce type de symptômes, on s'aperçoit qu'autant d'hommes que de femmes sont victimes de dépression. Une femme peut pleurer alors qu'un homme qui pleure, c'est vu comme une faiblesse. Mais, statistiquement, hélas, les femmes et les hommes sont égaux dans la souffrance psychique. Dernier exemple, l'autisme est sous-diagnostiqué chez les filles. Une fille qui est en retrait et interagissant peu avec le monde extérieur, on va dire qu'elle est timide. Un petit garçon, on va tout de suite le remarquer. Pourquoi ne va-t-il pas jouer avec ses camarades? Les représentations du masculin et du féminin imprègnent notre vie quotidienne à toutes et à tous. Oui, des différences existent, mais la question est d'où viennent ces différences? Nous ne pouvons considérer les gens seulement comme des mâles et des femelles. J'ai rencontré mon ex quand j'avais 18 ans. Quand je l'ai rencontré, c'était physiquement et socialement un homme. Je suis tombée amoureuse.
On est restés ensemble 4 ans et demi. On vivait notre relation comme de jeunes couples fusionnels et à fond, très amoureux. Et en fait, à un moment donné, mon compagnon m'a dit en fait, j'ai toujours voulu être une femme. Je ne l'ai jamais dit à personne jusqu'ici. C'était la première fois. Et en fait, il m'a dit ça parce que il a découvert que ça existait, que d'autres personnes comme lui existaient. Et donc moi sur le coup, très spontanément, alors sans réfléchir du tout, j'ai répondu « Je crois que si t'avais été une femme, je t'aurais aimé quand même ». Donc j'étais vraiment dans une idée de l'amour qui dépasse tout, qui transcende les sexes, les genres, que en fait ce qui est important c'est le lien entre deux personnes et pas voilà, le sexe ou le genre. Mon compagnon est peu à peu devenu ma compagne. Et du coup, je me suis énormément posé la question, qu'est-ce que c'est la différence entre un homme et une femme? J'étais un peu paumée là, ma compagne du coup, qui s'appelle Oriane, avait un corps d'homme, était biologiquement de sexe mâle, mais de genre féminin. Son premier souvenir d'enfance, c'était, elle se mettait de la menthe dans le nez et elle courait avec parce qu'elle avait la croyance que ça pouvait lui permettre de se transformer en femme. Enfin en fille, parce que du coup elle avait déjà conscience, enfant, que les autres la mettaient dans la case masculin, homme, mais que pourtant c'est pas ça qu'elle ressentait. Elle en a jamais parlé à personne parce qu'elle pensait que du coup, genre elle allait prendre pour une folle, elle savait pas que ça existait, enfin elle a fait tout pour le cacher en fait. En rigolant, elle m'avait dit oui, j'aurais aimé être une femme, et puis moi je lui ai dit en rigolant j'aurais aimé être un homme, alors que c'est complètement faux. Enfin moi j'ai jamais vraiment voulu être un homme. C'est juste qu'à un moment donné j'ai pu envier le statut social d'homme et tout ce qui va avec. En fait quand la première fois qu'elle me l'a dit, et comme elle a senti mon acceptation totale en fait au départ, puisque spontanément je lui ai dit que je l'aimerais quand même, d'un seul coup elle s'est mise à bouger différemment, à se lâcher dans ce qu'elle est. Je l'avais jamais vue aussi épanouie de sa vie. Et ouais, waouh, enfin c'était pas possible comment dire ça, de lui dire non mais là t'es pas à ta place, là t'es dans le faux. Ça crevait les yeux pour moi qu'elle était dans le vrai quoi. Elle était beaucoup plus séduisante, beaucoup plus attirante même parce qu'en fait elle a commencé à s'aimer à ce moment-là et donc du coup ça donne aussi envie de l'aimer, enfin forcément quoi, de l'extérieur. Au niveau de notre relation, c'était aussi beaucoup plus épanouissant parce que elle était beaucoup plus attentionnée. Et ça nous a rapprochés du fait que c'était une épreuve, en fait. Par rapport aux autres, c'était une énorme épreuve. C'était la plus grosse épreuve de ma vie. Ça peut paraître étrange, mais le plus dur, c'était pas du tout avec Oriane, c'était avec les autres, autour. Avec ma famille en particulier, enfin avec nos familles. Moi, si j'avais été avec Oriane et que le reste du monde n'existait pas, ça aurait été 10 fois plus simple. Parce que nous, ça ne nous posait pas problème. Parce que nous, on s'aimait et qu'on était bien ensemble et que voilà. Et que c'était comme ça et puis c'est tout. Et les jugements, ils arrivent dès qu'on se compare aux autres, en fait, je crois. Mes parents avaient beaucoup d'affection pour mon ex. Pour eux, c'était déjà leur gendre, en fait. Et ça a été très très difficile pour eux de passer au niveau du langage du masculin au féminin. Et pour moi, c'était très difficile à entendre. Parce que à chaque fois qu'ils parlaient d'Oriane au masculin, c'était comme pour moi une marque de on n'accepte pas, quoi. On n'accepte pas. Dès le début, ils m'ont poussée à me séparer d'Oriane, en fait. Parce que pour eux, leur fille ne pouvait pas être épanouie dans une relation avec une femme. Je dis que je l'ai vu comme une évidence et que moi je l'ai bien accueilli, mais ça veut pas dire que j'ai pas eu des émotions hyper fortes, que j'ai pas mis des mois, voire des années à vraiment intégrer progressivement ce que ça représentait, quoi. Parce qu'en fait, on peut pas savoir, même moi, en ayant vécu comme ça des années avec une personne transidentitaire, je ne peux pas complètement savoir ce que la personne vit. Et ça, j'ai dû faire le deuil d'arriver à comprendre. C'est irrationnel. Et c'est pas facile d'accepter que ce soit irrationnel, qu'on puisse pas l'expliquer et que du coup ça puisse pas être transmis verbalement. Voilà. L'identité sexuée se construit progressivement à mesure que les capacités cognitives de l'enfant se développent.
Notre cerveau est malléable. On a sans cesse de nouveaux câblages qui s'opèrent en fonction de nos expériences de vie et de l'histoire de chacun. C'est ce qui explique que sur 7 milliards de personnes, il y a 7 milliards de cerveaux différents. Bon. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'arguments scientifiques qui montrent à quel point les femmes et les hommes sont le produit d'une interaction entre la biologie et le social. Aujourd'hui, on sait qu'il est impossible de séparer l'inné et l'acquis. Le sexe et le genre sont en interrelation. La notion de genre intègre la réalité biologique en montrant que grâce à la plasticité du cerveau, l'influence de la société va forger nos identités de filles et de garçons. Et là, on va comprendre comment la société va contribuer à forger certains traits de personnalité, goûts, aptitudes, en fonction des normes du masculin et du féminin qui sont données par la société. Elle n'a pas encore fait d'opération, mais en vérité, ça, c'est quelque chose auquel les gens, souvent, je trouve, donnent beaucoup trop d'importance, parce que c'est pas ça qui est important pour les personnes transidentitaires. C'est pas ça du tout, en fait, parce que déjà, l'opération, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est un long cheminement, en fait. On commence pas par ça, c'est vraiment la fin. Et en vérité, dans le parcours d'une personne transidentitaire, tout est à choisir. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'obligatoire, il n'y a pas de parcours type. Il n'y a pas on fait ça, puis après à la fin on se fait opérer. Non, parce qu'en fait, chaque personne doit faire ses choix et trouver sa manière de vivre son genre à elle, ou à lui. Du coup, ça a été très progressif, il y a eu des questionnements, beaucoup. On a bien réfléchi, enfin elle a bien réfléchi ses choix, et en vérité, moi j'y étais beaucoup impliquée dedans aussi, puisqu'on était ensemble. En fait, le plus important, c'est d'arriver à s'assumer. Pour elle, en tout cas, c'était de pouvoir socialement être reconnue comme une femme et pouvoir s'assumer comme telle. Donc elle a choisi un prénom féminin, elle a adopté des vêtements féminins, elle a parlé à tout le monde de son identité féminine et elle a donné son nouveau prénom, donc tous ses amis se sont mis à l'appeler Oriane, jusqu'à ce que même les inconnus l'appellent Madame Oriane, puisque de toute façon c'était ce qu'elle dégageait en fait. Elle a fait l'épilation laser parce qu'on ne pouvait avoir de barbe. Ensuite, elle a commencé à prendre des hormones féminines. Donc ça agit sur la pousse des seins, sur la pilosité qui diminue, la peau qui s'affine. C'est là que j'ai découvert aussi vraiment les différences biologiques entre les hommes et les femmes en fait. Je savais même pas que les femmes avaient une peau plus fine que les hommes. Les capacités physiques aussi en fait. Ça modifie les capacités physiques. Ou qui disaient mais c'est incroyable. Avant, ce geste-là que je faisais, j'avais l'impression de pouvoir le faire mais super facilement, que ma main allait beaucoup plus loin, que la limite que mon bras était plus long en fait. Et maintenant, ça me demande un effort. C'est un autre rapport, c'est comme une adolescence, c'est exactement la même chose, c'est une seconde puberté en fait. Donc du coup, c'est comme les adolescents maladroits qui grandissent super vite et qui savent pas trop gérer l'espace avec leur corps. Donc là, c'est la même chose, même s'ils gardent le même corps, c'est plus la même musculature en fait, et c'est plus le même rapport du coup à l'espace, à la performance physique. Quand Oriane a assumé sa féminité, moi j'ai eu un de mes premiers orgasmes. J'ai été plus épanouie sexuellement parce qu'en fait, finalement pour moi, ce qui est une clé d'épanouissement dans la sexualité, c'est l'épanouissement dans la relation. Et dans le fait d'être à l'aise ensemble, le fait d'être à l'aise avec son corps, ses fantasmes, de pouvoir se communiquer, etc. Et ça nous a... Le fait qu'elle assume qui elle était vraiment, ça nous a permis de nous ouvrir davantage l'une à l'autre. Parce que j'ai eu des orgasmes sans qu'il y ait de pénétration. Je me suis énormément pris la tête pour savoir dans quelle case je me mettrais. C'est quand même un truc assez absurde, c'est-à-dire que c'est moi-même qui voulais me mettre dans une case. Parce que comme ça, au moins, je savais quoi répondre aux gens qui me posaient la question. Alors qu'en vérité, il n'y a pas grand monde qui me posait la question, mais moi, je voulais savoir y répondre. Et en fait, à la fin, je me disais, non mais t'es stupide, tu sais très bien que ça sert à rien, parce que de toute façon, tu rentres dans aucune case. Et que, en vérité, ces cases, elles sont absurdes, parce qu'il n'y a pas de limite dans la réalité. Et c'est pas du tout facile à assumer, parce que la majorité des gens fonctionnent comme ça, on construit notre manière d'aborder la réalité avec des mots, et donc quand on n'a pas de mots, on a l'impression que c'est pas la réalité, ou alors on n'a pas d'existence, c'est ça. Alors du coup, oui, j'ai eu des moments où je me suis considérée comme
bisexuelle au début, puis après comme lesbienne, et puis après comme hétérosexuelle, et puis finalement aujourd'hui, qu'on n'est plus ensemble, je sens que mon attirance sexuelle va vers les hommes, mais je ne peux pas nier l'attirance énorme que j'ai eue pour Oriane en tant que femme. Et une forme d'attirance que j'ai eue aussi pour d'autres femmes, mais qui va pas jusqu'à l'envie sexuelle. Qui peut aller jusqu'au fantasme, ah oui, alors ça, le fantasme, pas de souci. Mais justement, le fantasme, c'est pas censé être réalisé dans la réalité, normalement. C'est censé être de l'ordre du rêve, et moi, je me suis retrouvée avec un truc très bizarre, c'est que mon fantasme est rentré dans la réalité. Et en même temps, c'était pas complètement ça. Parce que, justement, Oriane, jusqu'à ce qu'on se sépare, et aujourd'hui encore, elle avait un sexe masculin, et elle avait certains attributs physiques qui étaient masculins. Donc c'était un peu bizarre. Par rapport à Oriane, je la voyais tout complètement comme une femme. Alors c'était plus facile quand elle était habillée, évidemment. Mais non, en fait, c'est même pas que c'était plus facile. C'est-à-dire que quand elle était déshabillée, j'étais toujours une femme. Sauf qu'il y avait un truc un peu spécial, c'est qu'il y avait des moments où je pense que mon esprit faisait des trucs un peu bizarres au niveau de l'imaginer avec des seins tout le temps, par exemple, alors que c'était des pectoraux ou des embryons de seins quoi, qu'elle avait. C'était pas du tout, voilà, c'était pas une poitrine normale. Et au niveau de son sexe, c'est pareil. Enfin, c'est là, par contre, il y a des moments où... oui. Après, sexuellement, ça a été évolutif, en fait. Au début, on a eu une période où elle continuait d'accepter et d'apprécier la pénétration, alors que, je veux dire qu'elle me pénètre, alors que, disons qu'à partir du moment où elle m'en a parlé, l'acte de la pénétration, qui est souvent tout de suite associé à l'acte sexuel, n'était pas du tout évident pour nous à chaque fois qu'on faisait l'amour, quoi. C'est-à-dire que c'était pas du tout obligatoire, et c'était pas forcément là qu'on trouvait le plus de plaisir, et on n'avait pas besoin de ça pour être bien ensemble. Et à un moment donné, elle a fait un rejet total, où elle a plus voulu du tout de pénétration. Et du coup, à ce moment-là, moi, par contre, sexuellement, j'étais plus épanouie, quoi. Parce que je n'avais plus le choix, et que pour moi, l'acte de la pénétration, c'était quelque chose que j'appréciais quand même, quoi. Voilà, qui était important pour moi. Aujourd'hui, je suis plus attirée sexuellement par des hommes, et en même temps, j'ai appris à prendre du recul et à arrêter de chercher justement à vouloir me mettre dans une case, parce que c'est pas du tout prévisible. Parce que si ça se trouve, demain, je rencontre une femme dont je tombe éperdument amoureuse, et je peux pas du tout prévoir, quoi. Et c'est juste, on est amoureux, point. Et ça, c'est pas prévisible, quoi. 2000 gènes ne sont pas suffisants pour contrôler la fabrication du cerveau de façon stricte. Il y a une grande liberté laissée aux neurones et à la façon dont ils vont, tout au long de la vie, grâce à la plasticité cérébrale, se connecter entre eux. Notre programme génétique est ouvert à l'environnement. Les différences ne sont pas présentes depuis la naissance. Et les différences qu'on voit dans le cerveau n'expliquent pas pourquoi les femmes seraient meilleures pour s'occuper des enfants et les hommes meilleurs pour l'informatique. Si on fait des tests d'aptitude pour s'orienter dans l'espace, souvent les petits garçons sont meilleurs. Mais il faut bien dire que souvent les petits garçons, dans leur éducation, on va leur proposer des jeux collectifs de plein air, comme le foot. Et ils sont aussi plus dans la pratique des jeux vidéo. Ces activités vont forger des aptitudes à la géométrie et à l'orientation dans l'espace. Alors que les petites filles, elles, vont davantage rester à la maison, bavarder entre elles, lire, échanger leurs émotions. Elles vont plus utiliser le langage, et c'est ce qui va faire qu'elles seront peut-être moins bonnes pour s'orienter dans l'espace. Mais si on demande aux filles de pratiquer 10 heures de jeux vidéo, elles auront autant d'aptitudes au test que les garçons. C'est pas moi qui ai arrêté la relation, c'est elle. Bon, après, ça a quand même été un peu toutes les deux, mais non, c'était quand même elle. Disons que moi, je commençais à me poser des questions, en fait, à me dire qu'il y a des choses qui m'allaient pas. En fait, moi, j'étais vraiment partie pour que notre relation, elle dure. On avait envie de s'engager ensemble. Moi, par contre, c'était très important pour moi d'avoir des enfants. Et alors ça, c'était une grande question.
C'est-à-dire qu'au départ, moi, je pensais comme ça. On est tous à égalité, en vérité, hommes et femmes, c'est la même chose, à part que c'est vrai, les femmes, elles ont leurs règles, elles peuvent avoir des enfants, elles peuvent porter un enfant dans leur ventre. Puis on n'a pas tout à fait le même sexe, ok. Mais après, c'est la même chose, etc. Non, c'est pas la même chose. Si c'était la même chose, ça n'existerait pas, les personnes transidentitaires. Parce que moi, je me suis posé la question très sérieusement. Je veux dire, avec Oriane, par exemple, à un moment donné, je lui ai dit, est-ce que c'est pas possible que tu vives ton genre à ta manière, tout en continuant d'assumer d'avoir un sexe masculin, et donc qu'on te parle au masculin? Et du coup, elle a essayé. Elle a essayé pendant presque un an. Et ça n'a pas du tout marché. Elle s'est remise en refoulement. Refermée. Voilà. La seule chose qui est restée, c'est que dans notre intimité, sexuellement, c'était toujours plus épanouissant qu'avant, c'était toujours plus libre, parce que là, on a accepté, vu que c'était la zone des fantasmes, de liberté totale. Voilà. Mais à côté de ça, voilà, elle a recommencé à faire tout ce qu'on attendait d'elle depuis toujours, qu'on lui avait toujours dit, etc. Ça n'a pas du tout marché, elle n'était pas épanouie. Et j'ai mis très longtemps à comprendre que pour elle, voilà, c'était pas une histoire de juste porter des robes ou des jupes et se maquiller, etc., etc. Non, c'est pas ça. Elle se sent femme de la pointe des cheveux jusqu'au bout de l'orteil. Donc du coup, être dans un corps qui ne correspond pas à ce qu'elle ressent, c'est juste une souffrance énorme. C'est juste hallucinant comme souffrance. Et donc oui, le masculin existe, et le féminin aussi. Et il y a une différence, vraiment. Dans les médias, on nous dit qu'il existe des hormones qui guident nos comportements. L'hormone de la fidélité, du coup de foudre, de l'instinct maternel. L'ocytocine expliquerait que les femmes ont davantage d'empathie et qu'elles soient plus fidèles. Et que l'absence ou la diminution de l'ocytocine, eh bien, explique qu'on va aller chercher une autre partenaire. Posons-nous la question des bases scientifiques. Elles existent, mais sur la base d'études sur les rats et les souris. Pour l'être humain, on ne peut pas dire que nos comportements sont liés à nos hormones. Nous avons un cerveau unique en son genre. Notre cortex cérébral est doué de plasticité et il nous permet de court-circuiter tout ce qui relève des instincts et de la programmation instinctive des comportements par les hormones. Bien sûr, nos instincts existent, ils sont inscrits dans notre biologie, mais nous sommes capables de contrôler l'expression de ces instincts. L'être humain est le seul à dire « Moi, pour des raisons politiques, je fais la grève de la faim. Moi, pour des raisons personnelles, je pratique l'abstinence sexuelle. » Nous ne sommes pas des machines neuronales dirigées par des lois hormonales. Ce qui dicte nos comportements, c'est d'abord notre psychisme, nos capacités de raisonnement, de pensée, d'anticipation. L'être humain fonctionne par des représentations mentales qui sont le fruit de stratégies intelligentes. Nous ne sommes pas des petits rongeurs. On nous fait croire que la testostérone, c'est l'hormone du désir sexuel, de la violence, de la conquête, ce qui expliquerait que les hommes ont des comportements agressifs auprès des femmes. Il n'existe pas de relation entre le taux de testostérone dans le sang et les comportements agressifs ou les comportements de désir sexuel. C'est fou comme on était muselés. On n'osait pas dire qu'on était en couple hétéro, normé, qu'on avait des enfants éventuellement. On était 2-3 femmes comme ça. Ou on l'a caché en fait. Oui, parce que c'était une inversion de la norme. Plus on était loin de tout ça, de ce schéma-là, et plus on était émancipés. Et j'ai parlé de ma crainte de dire que j'étais mère et que j'avais un enfant. J'avais peur qu'on me range dans une case, une catégorie justement, et quelqu'un m'a fait remarquer que peut-être c'était moi qui décrédibilisais la maternité, enfin de s'occuper des enfants, et que c'était peut-être une attitude misogyne. Mais elle me l'a dit très gentiment. Elle me dit, voilà, dans la société, on considère que c'est pas intéressant de parler du caca des bébés, ils marchent, ils bavent, voilà. On dévalorise tout ça. Et est-ce que c'est pas une dévalorisation du féminin? Parce qu'en soi, il n'y a pas de raison de trouver ça bête, pas intéressant. Pourquoi il faudrait toujours parler de sujets élevés, intellectuels, pour se sentir vraiment important? Ça m'a fait réfléchir parce que je m'excusais toujours de parler du bébé. D'ailleurs, je ne savais pas comment le nommer. J'arrivais pas à dire mon fils. Des fois, je l'appelais l'enfant, comme pour prendre une distance, alors que dans mon vécu intime,
C'était pas du tout ça que je vivais. C'était une grande proximité, beaucoup de tendresse et même de l'intérêt. Je faisais presque semblant de trouver ça pénible, pour faire bonne figure socialement et surtout devant ceux qui n'ont pas d'enfants. Il fallait montrer que bon, je n'étais pas que mère. Cette réflexion sur ma misogynie potentielle m'a fait beaucoup réfléchir et c'est là où j'ai mis en branle toute une réflexion sur le féminisme dont j'ai hérité, qui en fait est teintée pour moi de misogynie. J'ai une grand-mère très féministe qui peut être très dure avec les femmes. J'ai compris dans ce week-end qu'on pouvait être féministe et pas forcément grande gueule, pas forcément à s'imposer, à être toujours forte, toujours dure, et en fait que la faiblesse était acceptée. Les larmes, les coups de mou, la fragilité faisaient partie du féminisme, que c'était possible.